Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. La Comédie Française présente Quelle comédie, un podcast produit par Judith Chen et réalisé par Andrea Vilchange et Zélie d'Allemagne. Bienvenue, c'est Quelle comédie, le podcast qui, chaque semaine, jette un coup de projecteur sur ce qui fait l'actualité de la comédie française. Depuis 2009, la Maison Molière accueille une académie, c'est-à-dire 10 académiciens pendant 11 mois, qui vivent au rythme effréné de cette ruche inspirante. Le but, mettre à l'épreuve de la scène la somme de leurs savoirs, théoriques et scéniques, acquis au cours de leurs études passées dans diverses écoles, conservatoires ou académies en France comme à l'étranger. 6 comédiens-comédiennes, un metteur en scène dramaturge, une scénographe, une costumière et un concepteur son composent ce collectif, cette troupe réunie pendant un an et plus, si affinité. En fin de saison, les académiciens montent sur scène, présentent un travail mûri ensemble. Cette restitution a lieu au Studio Théâtre en juillet, très exactement les 9, 10 et 11. Alors cette année, le spectacle s'appelle La lutte, une histoire de catch et de syndicalisme. On nous promet un germinal version Lycra et ça, on adore, on a déjà très envie. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être entourée par Aristéo Tordesillas et Melchior Burin-Desrosiers, respectivement dramaturge et metteur en scène pour Aristéo et comédien pour Melchior. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci beaucoup d'être là. Alors, je lisais quand même dans les mythologies de Roland Barthes qu'il écrivait ceci: la vertu du catch, c'est d'être un spectacle excessif. On trouve là, dit-il, une emphase qui devait être celle des théâtres antiques. Alors Aristéo, je me dis qu'il y a quand même carrément une sorte de cathartique en fait dans le catch quand on est au théâtre, quand on est comédien. Ouais, à fond. L'idée, c'est de régler ces problèmes de la manière la plus simple qu'on ait trouvée depuis le début de l'histoire, quoi, en se tapant dessus et en passant quand même un bon moment. Ce qu'il y a d'assez jouissif. Moi, je suis venu au théâtre par les tatamis, par l'aïkido, et ce qui est super à l'aïkido, c'est qu'on se met d'accord pour se taper dessus sans jamais se faire mal, pour repousser l'autre, pour chercher où on peut... avoir l'autre comme outil d'aller plus loin en soi et de défouler quelque chose. Et le catch, c'est la version théâtrale de ça. C'est la version de on se met en confiance entre partenaires. Souvent, dans le théâtre qu'on apprend un peu à l'école, etc., on a des textes, on a des enjeux, des personnages. Et le catch, c'est vraiment ça, mais ultra concret, quoi. Enfin, ultra... Et donc, on passe la passion, tout ce qui va y avoir d'émotions, etc., on va le passer... de manière très engagée, très physique. Et ce qui m'intéressait, j'amorce ça juste, c'est que dans ce roman, donc de Mathieu Poulain... Voilà, c'est un roman québécois, contemporain. C'est ça, qui est publié dans une maison d'édition qui, à mon avis, a le meilleur nom au monde, puisque c'est les éditions de ta mère, ce qui est très drôle et qui donne envie de lire tous leurs livres. Ce roman a la subtilité de, bien sûr, donner toute cette catharsis du catch, mais aussi qu'est-ce que c'est que l'intériorité de quelqu'un qui va construire un personnage de catch sur ses faiblesses, sur qui il est, un peu comme fonctionne le clown. Et donc, qui va nous donner un peu cet aperçu de l'intériorité. Et c'est ça qui me touche beaucoup. Ce que j'adore en regardant des comédiens, c'est voir comment ils passent de eux dans la vraie vie, la Melchior que tu vois qui est là, etc., à son personnage et qu'est-ce qui est vase communicant entre l'un et l'autre. Oui, Melchior, c'est ça. Ce travail, c'est aussi cette fenêtre ouverte comme ça sur l'intime, mais sur les peurs aussi peut-être qu'on a. Oui, ce que je trouve intéressant dans ce sujet et dans le traitement du catch, c'est qu'on retrouve le côté exutoire de nos frustrations, de cette chose de l'enfance, en fait, qui est dans l'exagération, mais on part d'un trait de personnalité, on va dans l'artifice, l'exagération, dans une chose manichéenne aussi, entre les gentils et les méchants, on transpose tout ça dans une fiction, et c'est très plaisant. Il y a une esthétique, moi, je trouve assez camp, où vraiment, les choses sont à prendre au 30e degré et le public est à fond. Il faut un gentil, un méchant
Et on sait que c'est faux. En fait, on sait que c'est faux et on en joue énormément. Enfin, c'est dit aussi dans le texte, en fait. Ce qu'on peut reprocher au catch, c'est que c'est arrangé, que tout ça, c'est pour de faux, qu'on sait, en fait, à l'avance qui va gagner et qui va perdre. Mais c'est pas l'important. Et moi, je me suis renseigné récemment aussi sur le catch grâce à la lutte. Je connaissais pas tellement. J'ai des souvenirs d'enfance où je regardais les matchs de la WWE, les grands catcheurs, l'Undertaker, John Cena, enfin... Bref, des gens qui me faisaient bien marrer quand j'étais petit, quoi. Et qui étaient des montagnes de muscles, qui s'éclataient des chaises sur la tête, qui s'enterraient vivants. Enfin bref, c'était burlesque. C'était du théâtre. Ouais. Et je trouve ça hyper intéressant. On s'éclate. Et donc, il y a cette chose, comme dans la fiction, en fait, comme quand on va voir une pièce de théâtre, ça s'appelle le kayfabe. Et c'est l'idée d'accepter, c'est une convention, d'accepter que tout ça c'est faux, mais dans le cadre du spectacle, on va jouer le jeu, de considérer que tout ça c'est pour de vrai. Oui, mais ça c'est un pacte qu'on passe aussi avec le spectateur, on fait comme si, en fait, c'est le théâtre, ça aussi, c'est vraiment purement le théâtre, on va jouer à comme si, quoi. Ouais. Comme si on allait mourir vraiment, comme si jamais on était vraiment des méchants. Ouais. Vous avez dit, Aristéo, que c'était un roman au départ, et... C'est intéressant aussi de voir ce que vous en avez fait pour en faire une pièce de théâtre, parce que j'imagine que c'est déjà ramifié, synthétisé, etc. C'est aussi narrer la chose, dialoguer, peut-être que voilà, qui est narrateur, qui n'est pas narrateur. Et est-ce que, je fais une grande question comme ça, après je vous laisse libre, est-ce qu'il y a aussi dans le fait que ce soit un roman à l'origine, quelque chose qui permet une forme d'épaisseur particulière aussi des personnages, quand vous soulignez cette intériorité? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui apparaît dans le roman et dont c'était un défi d'une certaine façon que de le garder dans la forme théâtrale? Oui, alors il y a une richesse du roman qui est extraordinaire, une complexité de personnages que bien sûr nous réduisons puisqu'on a ce jeu d'être dans 1h15 dans un format particulier. Donc il y a cette chose-là où tu lis le truc, t'es mort de rire tout le temps, et en même temps tu dis kill your darlings, disent les Anglais. Non, il faut abattre les choses qu'on aime le plus. Donc, faire le deuil tout le temps. Tu fais toujours un deuil, donc tu sacrifies. Le travail d'adaptation, il est possible. C'est un élément de réponse très important à dire. Il est possible que parce qu'on est entouré par nos camarades, parce qu'il y a Anaïs à la scéno, parce qu'il y a Samuel au son, parce qu'il y a Aurélia au costume. Et en fait, on n'adapte pas un roman en pièce de théâtre sans toute une plastique, sans les interprètes, évidemment, mais les interprètes, ils nous sautent aux yeux dans leur costume lycra, si tu veux. Mais dans la logique, dans la dramaturgie de la chose, il y a des choses qui ne sont possibles que parce qu'on va se dire tel passage, il est pris en charge par le son. Et ça me permet, en fait, quelque chose. Moi, en tant que dramaturge, le fait que le son puisse le dire, c'est une possibilité de pouvoir le garder. De la même manière que les costumes vont faire que 19 personnages sont joués par 6. C'est ça. C'est ça que vous voulez dire. Ça continue d'exister. Et donc, en fait, c'est là où l'adaptation, elle est en fait globale. Elle est faite par toute une équipe. Il y a ça, dans ta question, il y avait ça, il y avait la richesse intérieure du roman qui permet ce déploiement des personnages, et je pense que... Et la narration aussi. Et la narration, c'est une chose qui, moi, me plaît beaucoup. Donc, moi, je suis italo-espagnol, et un de mes premiers abords du théâtre, ça a été ce que l'Italie appelle le théâtre de narration, qui est un théâtre avec très peu de moyens, où on raconte l'histoire contemporaine. Et on va jouer beaucoup sur toujours ce pacte avec le spectateur, la spectatrice, qui va imaginer, qui va ouvrir, qui va projeter. Et en fait, les deux tiennent de ce même geste. Le catch tient du travail du spectateur et la narration tient du travail des spectateurs qui viennent. Donc en fait, c'est les spectateurs qui vont bosser. En fait, nous, on va juste donner des supports et puis c'est le public qui va vraiment bosser. Mais la finesse de langue permettait que... tu parlais d'adaptation, de dialogue. En fait, tout est du texte, quasiment tout est du texte original. Il y aura des petites chevilles qui sont nécessaires, qui sont indispensables avec la magnanimité de l'auteur à cet égard-là aussi. Mais en fait, les dialogues sont très théâtraux. C'est super punchy. Et les moments de narration sont très importants parce qu'ils permettent de montrer que ce geste de la parole et le geste des corps elle-même théâtralement procèdent
de ce même accord avec le spectateur. Et c'est super, je me tourne vers mon camarade, mais c'est un plaisir de pouvoir diriger les acteurs et les actrices dans 2 registres différents. Un registre très physique, très théâtral, et un registre où en fait ils vont ouvrir les portes de leur intérieur, puis nous on les regarde et on a l'impression qu'ils font que dire, et en fait c'est un travail monstre. Mais ils font que dire. Vous êtes 6, Melchior. Vous avez à vos côtés Blanche Sautou, Gabriel Draper, Rachel Collignon, Édouard Blémont et Fanny Barthaud. Voilà, ça ce sont les 6 académiciens, comédiens, comédiennes. C'est quelque chose aussi de se retrouver dirigé par l'un de ses camarades académiciens, parce que quand même, je pense que c'est important aussi de dire à ceux qui nous écoutent, on arrive un peu au terme de cette résidence, de cette académie pour vous. Ça a été 11 mois où vous avez des cours de plein de sortes, 11 mois où vous vous mettez, c'est ce que je disais en introduction, à l'épreuve du plateau. Vous, on vous a vu Aristéo dans Les Aveugles, et vous avez été aussi assistant sur Le Soulier, ce qui n'était pas une petite aventure. Vous, Melchior, on vous a vu dans énormément de pièces cette année. Non, mais c'est génial. Moi, je me dis, mais quelle formation extraordinaire. La Cerisay, Pour un oui, pour un non, Le Menteur, Le Bourgeois, Cyrano, Les Aventures de Tintin, Le Suicidé. C'est quand même... Voilà, une sorte de condensé en accéléré. Donc tout ça, c'est cette troupe que vous formez, 10, je le disais. Donc évidemment, cette expérience est très riche. Et après, ça se concrétise dans ce spectacle. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que ce spectacle, vous l'avez pensé en collectif, vous l'avez pensé ensemble, parce que tout le monde doit avoir une partition équivalente. Enfin, j'imagine que c'est un souci, ça, aussi. Alors, on nous dit, voilà, en fait... donc les interprètes ont des parts qui sont variables dans les spectacles où ils jouent, mais c'est vrai qu'il y a un moment où tu joues énormément, tu rencontres un moment, mais à un moment tu as envie de défendre du texte, tu as envie de... Voilà, c'est un plaisir, non voilà. Il y a cette envie-là, et il y a quand même le pari d'avoir 6 interprètes qui ont vraiment des partitions sur 1h15. Ce qui, mine de rien, en gros, ça veut dire qu'il y a 10 minutes par personne, quoi, de jeu. Donc il faut trouver... quel est le texte qui le permet pour ça. Alors, tu dis en collectif. En fait, on ne s'est pas choisi, mais on a choisi de continuer de se choisir en se rencontrant. Et c'est ça, il y a une bienveillance généralisée. Et c'est ce qui est assez beau. C'est peut-être un hasard, peut-être une chance, peut-être, je ne sais pas comment il faut le qualifier. Mais on a procédé comme ça. C'est-à-dire que j'ai dit, voilà, moi, ce que j'aime, je suis cette année à la mise en scène, mais il y a parmi mes camarades nombreux et nombreuses sont celles et ceux qui aussi mettent en scène, aussi dirigent, aussi, etc. Donc, finalement, c'est un jeu de position. Et donc, moi, je dis, moi, ce que j'aime, c'est les utopies où ça se casse la gueule et ça recommence. Parce que, voilà, c'est ça qui me fait rêver. Les récits circulaires, d'une certaine manière. Et donc, j'ai proposé une série de textes. On avait évoqué, par exemple, La Horde du Contrevent. On avait envisagé Don Quichotte. Donc, ils ont eu la bonté de dire plein de trucs, voilà, de m'en proposer d'autres en retour. Et au fur et à mesure, on a affiné comme ça. Et après, avec l'aide d'Éric, de Bertrand... qui nous ont accueillis dans cette maison, d'Éric Ruff et Bertrand Schaff, qui sont les personnes qui en fait nous ont choisis. On a dit, voilà, on a telle et telle hypothèse avec le conseil, on est entouré de plein de gens, de tuteurs, de tutrices, de gens qui sont en fait au corps de métier et qui travaillent ici dans la maison. Moi, c'est Laurent Muleisen qui m'accompagne, etc. Donc, on a voilà, plein de gens. Lectures. Le bureau des lectures. Ouais, grâce auquel j'ai découvert les éditions de Tamer. D'ailleurs. Voilà. Et donc voilà, c'est avec une série de bons conseils qu'on s'est rendu sur ce texte. Pardon. Et puis, c'est... Depuis le début de l'année, on l'a senti, quoi. On est une promotion qui communique énormément, qui fait attention à l'écoute des autres, aux envies. Et Aristéo, je trouve, cette année... est une figure importante pour rassembler aussi les autres, les comédiens, faire en sorte que personne ne se sente lésé et voir ce projet tel qu'il a été conçu, c'est-à-dire un projet de promotion de l'académie, donc généreux vis-à-vis de chacun et chacune. Voilà, je pense qu'on va prendre beaucoup de plaisir, on va s'amuser. Ça va être la première fois qu'on sera tous ensemble sur un plateau, donc c'est un moment très attendu pour chacun de nous. On était un peu éparpillés, donc il y a eu différentes combinaisons. Moi,
j'ai quand même pas mal plus vu les deux autres garçons. On était presque tous sur la cerisier, mais évidemment, la partition est petite. Ouais, mais bon, mais c'est quand même un truc c'est quand même que génial. d'être au plateau. Puis j'imagine, c'est aussi une manière d'éprouver le métier, hein, la récurrence, le rythme, les différents textes, les différentes écritures scéniques qui sont là et qui se bousculent les unes les autres pour poursuivre quand même sur le travail que vous faites avec Aristéo cette année dans ce spectacle, donc La Lutte. Vous dites une partition, oui, en effet, équivalente pour chacun, avec cette idée à la fois de vous pousser dans vos retranchements et en même temps de faire fleurir les qualités de chacun aussi. C'est aussi ce doux mélange. Ouais, en fait, on a fait plusieurs lectures d'état du texte et ça a été. Comme il y a plein de personnages, j'imagine que vous les choisissez. Pourquoi ? Parce qu'il y a une difficulté et que c'est tentant aussi de se frotter à la difficulté ou aussi parce que, alors ça, vous excellez. Il y a l'idéal, c'est ça. L'idéal, c'est que tout le monde puisse montrer à un moment, enfin voilà, c'est des acteurs et des actrices qui ont quand même une palette de jeu assez monstrueuse et on le voit au cours de l'année, ils passent d'un registre à l'autre tout le temps. Et je pense que c'est aussi un propre de la maison. C'est aussi ça qu'on apprend ici, on voit aux Français. Oui. Les gens passer d'une chose à une autre où on ne les aurait pas du tout imaginés. C'est cette souplesse-là que ça demande. Et là, le pari, c'était d'essayer de trouver des distributions où chacun ait un endroit, dans ce que je voyais, dans ce qu'on discutait de confort, un truc où on se dit, bah ça, évidemment que tu vas le faire, super. Blanche va jouer un enfant, un personnage, le personnage que joue Melchior, mais quand il était enfant, et Blanche joue l'enfant de manière hilarante. Donc quand on l'entend en lecture, on se dit, bon, ça c'est une évidence. Et après, on se dit, ouais, mais quand même... comment on met aussi cette personne à un endroit où c'est moins évident, parce qu'il y a quand même une dimension un peu pragmatique de dire on sort avec un spectacle qui doit permettre de montrer la palette, pour le micro, la palette d'interprètes. Je ne voulais pas catcher avec. Le ring est partout. Le ring est partout. Mais le ring est beaucoup plus dans nos intimités que la lutte est beaucoup plus intérieure que physiquement sur un 3x3. Mais c'est ça, je pense que si ça marche, en tout cas, et si je fais pas trop n'importe quoi et que je les amène pas à un mauvais endroit et que je laisse exprimer ce qu'ils sont capables de montrer et elles sont capables de montrer, qu'on verra. C'est en fait l'intériorité du conflit dans toute cette exubérance. Je pense et il y a dans cette idée aussi d'aventure collective, je crois, un parti pris assez fort, que tout soit un peu à vue tout le temps. C'est-à-dire qu'on entre sur scène et paf, c'est parti pour 1h15. On va se changer, on va jouer plein de personnages, etc. Mais on est à vue tout le temps. Ça aussi, c'est une manière aussi de regarder d'une façon kaléidoscopique l'univers du théâtre, l'intériorité des personnages et cette confiance que vous évoquez, Melchior, entre les uns et les autres, acquise au fil de ces semaines et de ces mois. Alors, pour les choix à vue, tout ça, je pense que j'étais mieux placé pour en parler. Après, et vous, qu'est-ce que ça vous fait ? C'est ça. Quel plaisir c'est ou pas ? Quelle angoisse Je crois que moi, des changements à vue, j'en ai pas tant que ça, puisque je suis constant. Je crois que je suis le seul à avoir le même personnage du début à la fin. Ouais. Ah oui. Étienne Renaud. Avec un handicap. Avec mon plâtre, puisque je me suis cassé le tibia. Ça, c'est déchirant pour le catcheur. Il ne peut plus travailler. En fait, il fait partie donc ça s'appelle la FLASH, la Fédération de lutte de Saint-Hilaire, au Québec. Ça aussi, c'est un autre challenge. Le québécois, la langue, le québécois, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on le singe ou pas Est-ce qu'on prend l'accent ou pas ? Non. Est-ce qu'on assume le vocabulaire ? Est-ce qu'on assume de dire des expressions québécoises qu'on connaît, puisqu'on on les entend, mais est-ce qu'on les dit dans un accent français, comme si c'était finalement aussi notre langue ? Est-ce qu'on se l'approprie Non, mais est-ce qu'on la fait sienne ? Enfin voilà, ça peut paraître aussi un peu bizarre. C'est pas la première fois d'ailleurs, puisque j'ai travaillé avec Aristéo sur, je crois que cette année, il adore les textes québécois, sur Terre-Océane, qui est beaucoup moins drôle, puisque ça parle de la mort de l'enfant, quoi. Et je joue donc le père de cet enfant. Et donc on parle québécois en assumant en français, quoi. Mais en fait, c'est très transparent. C'est vrai que pour moi, la langue française est une langue étrangère, puisque ma mère est italienne, mon père
et espagnol. Alors, j'ai grandi ici, mais c'est quand même une langue d'école, une langue que j'apprends. Et donc, la francophonie est une langue, le français moins. Donc, c'est vrai qu'il y a cette volonté de dire, bon, j'ai des interprètes qui sont capables de rendre très concrètes des choses et de se dire, bon, vous comprenez peut-être pas cette expression, et ben elle vous frappera assez, elle vous plaira assez pour que vous alliez la comprendre. Et on se débrouillera pour que ce soit pas trop grave que vous l'ayez pas comprise à ce moment-là. Mais il y a cette envie de mettre en exergue, bon voilà, la richesse d'une francophonie, quoi, qui est très simple à faire. Et sur le pari de tout le monde, tout le temps, il y a un peu un côté, bon bah, on y va, quoi, on nage ensemble dans cette chose-là. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses qu'on en fait, on va attaquer les répétitions. Donc là, on est avant. On est dans la naissance de ce désir. Et il y a un peu un côté, bah écoutez, chacun sa merde. Mais, ça marde. Ça marde. Voilà. Non, mais de manière assez drôle, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver plein de transitions. Il va falloir trouver pour, je sais pas, Edouard, là, je relisais ce matin, qui pendant 3 scènes n'est pas en train de jouer, mais quand même en mineur, comment il a toute cette transformation de catcheur. Donc, comment être toujours au plateau, toujours en vie, et dans le rapport intime à son costume, à son travail, à sa mise en place, etc. Le travail constant, le travail caché, qui en fait est cette chose-là à montrer, c'est l'arrière de l'industrie du divertissement. Au fond, ce spectacle, c'est un spectacle sur comment marche une industrie du spectacle. Donc voilà, il ne s'agit pas de tendre des parallèles dans tous les sens entre le catch et ce que nous, on peut connaître comme jeunes actifs de cette vie-là, mais quand même, c'est une machine de divertissement. Et qu'est-ce qu'on nous, ça nous fait, comment on passe de dedans au dehors, comment on monte sur la scène, comment on monte sur le ring. Et c'est vrai que ça exacerbe toutes ces problématiques-là, surtout dans un moment où on dit, voilà, la culture, voilà, il va falloir aller dans une sobriété, et voilà, il y a des considérations économiques qui se comprennent. C'est quand même l'histoire d'un catcheur, du coup, qui est incarné par Melchior, qui s'est blessé et qui, du coup, ne peut plus faire son travail. Et comment ce monde de spectacle se réinvente pour faire une place à quelqu'un qui est à un moment passager, et empêché et handicapé, en tout cas sur ce moment-là, sur son travail, pour lequel le travail qu'il fait n'est pas pensé. Et quelles conséquences sociales ça implique. C'est pour ça qu'il y a cette histoire de syndicat. Pas parce qu'on est spécialement syndicaliste, en fait, mais parce qu'on se pose la question de dire, tiens, comment on maintient un univers de travail où toi et moi qui ne faisons pas la même chose, qui ne sommes pas au même endroit, etc., trouvons une forme de confort. Et puis donc le personnage que je joue, Étienne Renaud, donc le personnage principal, n'est pas un syndicaliste né. Il découvre au fur et à mesure de son parcours que en fait ils n'ont pas de protection du travail. Donc en fait il forme un couple avec un autre personnage qui sera joué par Fanny, Evelyne. Donc c'est un couple qui a à peu près notre âge, 29 ans, qui sont tous les deux lutteurs, parce qu'au Québec ils disent pas le catch, ils disent la lutte. Et ils vont tous les deux se heurter à des problèmes. Donc lui, son tibia, il peut plus catcher parce qu'un adversaire a refusé de suivre le scénario du match, et donc il est mal tombé et il est immobilisé. Donc c'est son épouse, sa compagne est enceinte. Fanny, donc va tomber enceinte pendant la veut un enfant, avait déjà prévu d'ailleurs tout le truc pour accueillir un enfant, acheter une poussette qui est un peu hors de prix, et elle se rend compte qu'en fait ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions tous les deux. Ça crée une petite crise un peu dans le couple. Elle va devoir remonter sur le ring parce qu'il faut bien gagner sa vie, et en fait, on découvre qu'elle est enceinte. Elle n'est pas protégée non plus. Il y a des gros problèmes de sécurité pour eux. Et donc, va germer dans leur esprit... D'ailleurs, ce n'est même pas dans l'esprit d'Étienne Renaud, c'est dans l'esprit d'un collègue. Je ne vais peut-être pas spoiler, parce qu'il est ambigu. Il s'appelle Joël Jutras. Et donc, voilà, dans Jutras, ça sonne avec un autre nom... il y a de trahison. Allez, de traître, ouais. De traître. Mais donc, voilà l'idée d'un syndicat. Et donc, comment faire face à ce grand patron. Alors ça, c'est vrai qu'à la lecture, moi, c'est drôle, je m'identifiais plutôt à ce personnage, plutôt qu'à Étienne Renaud, qui est un peu le gentil. On dit le face, en fait, dans le catch. Il y a les face, les gentils, les heels, les méchants.
Bon, et moi, j'adore les méchants. Et jouer un méchant, c'est vraiment pour moi, c'est la jouissance. Tant pis pour non, toi. mais et donc je suis très heureux justement Non, de me challenger un peu en faisant le gentil, celui qui justement fait tout pour éviter les conflits dans sa vie, quitte à se faire un peu marcher dessus, les fuit d'ailleurs, n'est pas toujours très courageux, va abandonner sa thèse parce que au moindre problème en fait il prend la fuite, il coupe les ponts avec tout le monde, il répond plus au téléphone. Bon, et alors ce grand méchant, c'est Luigi, c'est le patron de la fédération, donc de la Flash, qui sera joué par Gabriel. J'ai hâte de voir ça. Donc il va jouer le Luigi, qui est un peu le patron... Personnage très excessif, ça va avec l'univers du catch aussi finalement. Tout est un peu à l'avenant, c'est-à-dire des situations complètement exagérées. Il y a vous l'avez dit un peu, cet univers aussi du faux, à la fois les paillettes, le drame. Le drame est-il sincère, ne l'est-il pas? C'est toutes ces questions qui se posent. Et en fait, c'est à la fois drôle parce que je pense qu'il y a beaucoup d'esprit et qu'on essaye d'enlever la chose, et en même temps il y a ce côté assez sombre. Donc c'est un peu janusien, d'une certaine façon. C'est ça. C'est le patron, complètement ça. Le patron peu soucieux, peu scrupuleux, peu soucieux du bien-être de ses employés. Il les voit vraiment comme de la main-d'œuvre, quoi. Ouais. Il les exploite, il les paye au lance-pierre, il compte sur eux pour démonter le décor chaque soir, parce qu'il ne faut absolument pas dépasser l'heure de location, sinon c'est prélevé sur votre salaire. Et c'est en même temps un personnage qui sait raconter les bonnes histoires. Il a le don de créer des bonnes histoires. Et cette histoire de syndicat, ça va lui donner des idées pour des nouveaux scénarios sur scène de combat. Et donc, il va faire du chantage. Il va dire, écoutez, vous voulez un syndicat? Ok, très bien. Va falloir montrer, si vous y tenez tant que ça, sur scène. Si vous gagnez, très bien, vous aurez des acquis sociaux, il y aura peut-être du progrès. En fait. Et puis sinon, en fait, il peut compter aussi sur des catcheurs qui sont un peu dans ses bonnes grâces, on dirait un peu les Fayot, quoi. Ceux qui sont plutôt carriéristes. D'ailleurs, il y a un personnage qui s'appelle Audrey Carrière. Il y en a un qui s'appelle le Gros Bon Sens, Jean-Claude. Ouais. Et c'est un peu les chouchous du boss, quoi. Et alors, eux vont s'opposer à l'idée de syndicat pour rester dans les bonnes grâces du patron, quoi. C'est un peu la remontée des égouts. On voit qui est qui, finalement, dans ce genre de situation. Ouais, en fait, c'est assez drôle parce que c'est assez bien écrit. C'est-à-dire que, évidemment, le méchant est un méchant et il est dans la vie et il va dire voilà, moi, je suis Luigi, je suis le méchant, et du coup, si on va faire un clan des méchants et un clan des gentils qui vont se battre tous les week-ends pour les droits syndicaux, je serai le chef des clans des méchants, puisque dans la représentation des gens, je suis le méchant. Mais il y a aussi cette chose toujours très intéressante de l'ambivalence permanente de chaque choix. C'est-à-dire qu'une des choses que va avoir à travailler Gabriel, qui va jouer Luigi, c'est toute la justification économique de la rudesse de ce milieu social-là, de l'instabilité dans laquelle il est. Et pour vendre son spectacle, effectivement, lui-même est obligé d'avoir la meilleure histoire. Sinon, ça ne prend pas, quoi, ça ne vend pas. Et aussi, du coup, d'être pile dans les timings, dans les horaires, dans ce qu'on attend de lui. Donc, il y a quand même cette chose sous-jacente qui traverse la vie des gens, de quel est le spectacle que je fais? Quelle forme il a? Qu'est-ce qu'on attend de lui ou pas? Qu'est-ce que je m'autorise? Ah tiens, ce truc de syndicat, oh là là, au début, c'est catastrophique pour lui. Et puis, ça devient une aubaine. Avec une fin assez ironique quand même, qu'on va peut-être pas dévoiler, mais voilà. On tombe et on se relève. Exactement, c'est ce côté Quichotte. Vous auriez pu monter Quichotte. On a hésité à monter le Quichotte. Mais... Et ce qui est beau aussi, on va découvrir ce spectacle donc au studio, mais c'est que c'est un spectacle, on l'entend, qui fait face à plein de défis. Le défi déjà, du temps imparti. Il y en a parmi vous qui seront sur la scène de Richelieu, donc c'est 1h15, c'est pas plus. Le défi de la scène, du studio, le défi de représenter ce monde qui est vaste, où ça se passe à la fois chez les gens, mais aussi sur le ring. Un ring de façon frontale, c'est pas forcément la chose à laquelle on pense le plus naturellement possible. Normalement, on est plutôt
plutôt autour. Ouais. Ici, on le regarde, donc c'est un autre défi encore. Une Bah, idée de qu'a la relevé, perspective. Qu'a relevé Anaïs exactement, sur Anaïs sa question de placement. Vous verrez qu'il y a plein avec de solutions voilà, d'espace cette trouvées par elle. manière en proue, un peu, je crois, Ouais. sans tout dévoiler, et qui permet ça, en fait, d'avoir ce ring. Et puis, tous ces personnages foisonnants qui se changent à vue. Je le disais, vous avez été réunis par, en effet, Éric Ruff et Bertrand Schaff pour cette académie. Vous vous êtes visiblement bien trouvés. C'est un spectacle qui est là, donné au studio, mais je disais, et plus si affinité. Ça fait partie aussi du rêve que de se dire peut-être qu'on prévoit aussi, dans un second temps, que ce spectacle-là, il soit transportable et il tourne sur différentes scènes. En fait, oui, et c'est vrai qu'une des premières demandes que j'ai eues à mes camarades, c'est de dire, moi, j'ai, il y a quelques années, fondé avec quelques camarades une petite compagnie qui est dans un petit village qui s'appelle Vannes-les-Dames, au milieu de la Marne, et où j'ai beaucoup appris parce que je sortais d'une école de théâtre contemporain, Lausanne, et où j'ai été faire mes spectacles devant des gens qui voyaient très peu de théâtre. Et ça a été refondateur d'un geste théâtral pour moi. Et l'une des envies, c'était de dire, voilà, ce spectacle, il doit pouvoir jouer partout, pour tout le monde. Il doit être le plus démontable possible, le plus transportable possible. Voilà. Il doit pouvoir avoir un avenir, évidemment, qu'on espère qu'il tournera dans des théâtres, dans les endroits qui nous accueilleront joyeusement. Évidemment qu'on a ça. Mais il y a aussi cette envie de dire, on doit, quelque part, c'est l'argent du contribuable qui nous permet de faire ce travail. Et donc, on doit aller là où il n'y a pas d'infrastructure culturelle évidente. Et donc, c'était une des contraintes, une des demandes, de dire, attends, comment tu peux penser un ring avec, mettons, des tatamis qui soient démontables, transportables, transbaitables. Voilà, comment on va se débrouiller avec ça. Et il y a plein de paris qui sont relevés. Eh ben, c'est une belle aventure. Ouais, à suivre. Là, on s'est mis autour d'une table récemment pour déjà réfléchir à l'après, alors qu'on a à peine commencé, mais histoire de se mettre au clair sur les envies de chacun. Est-ce que déjà, au stade où on en est, on a potentiellement envie de continuer ensemble? Est-ce qu'on va créer une compagnie tous ensemble, ou est-ce qu'on fait confiance pour l'instant à... Est-ce qu'on se met dans la compagnie d'Aristéo, qui s'appelle le Théâtre des Opérations, donc dans la Marne? Apparemment, je crois que tout le monde a envie. Ouais, c'est ça. Tout le monde a envie de... Et cette énergie-là, elle sera sans doute, j'imagine aussi, collective. Et ce public qui est invité à véritablement participer, eh bien, sera sans doute bien accompagné. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Merci à tous les deux. Et on a hâte de découvrir La Lutte, donc, au Studio Théâtre les 9, 10 et 11 juillet prochains à 18h30. Merci. On se réjouit de vous y retrouver. Merci. C'est la fin de cet épisode, réalisé par Andrea Vilchange et Zélie Dalmagne. On se retrouve lundi prochain, 8h, avec un nouvel épisode de Quelle comédie. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous avec la Comédie Française.